Ben, bonjour à toutes et à tous. Nathalie a très, très bien résumé. Oui, on va voir la transition environnementale des entreprises et enjeux et gouvernance. Moi, qui je suis? Je suis, Alexandre, donc je suis tech lead Java. C'est un domaine où je ne suis pas expert, gardez votre esprit critique. Je vous invite à réagir, à commenter, en bienveillance bien évidemment et de vous poser les questions parce qu'en réalité, on va surtout poser des questions plutôt que d'avoir des réponses. Hop, alors je partage le diapo comme je peux, sauf que j'ai pu voir ce que vous dites si hop. Évidemment, je suis obligé de faire un rappel, hein, excusez-moi, c'est malheureusement, vous le savez, on vous le répète depuis maintenant, une vingtaine d'années. Certains sont nés avec ça et pourtant, on est obligé de le rappeler puisqu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc là, on parle vraiment de l'environnement au sens large, hein, pas seulement le dérèglement climatique, hein. Vous voyez bien, donc hausse des températures moyennes mondiales. J'insiste là-dessus, c'est vraiment, température moyenne mondiale, hein. Il a fait, très beau, là j'habite à Tours, mais c'est pas pour autant que, ça n'existe pas. Évidemment, là, cette année, on a eu aussi des événements climatiques extrêmes, vous avez vu les inondations et cetera, donc ça, forcément, c'est visible, on le voit, il y a eu des tempêtes. Ensuite, un truc qu'on voit beaucoup moins, mais qui est réel, l'effondrement de la biodiversité. Donc ça, c'est limite le plus problématique, sauf que, ça reste assez invisible, pour nous malheureusement. Là, on va y venir justement par rapport aux entreprises. Raréfication des ressources naturelles. Évidemment que si on a moins de ressources, forcément, on va pouvoir produire moins dans une économie qui veut toujours produire plus, moins de ressources alimentaires avec une population qui augmente. Donc tout ça, c'est des enjeux hyper importants. Et bien sûr, le problème de l'eau, donc qui n'est pas forcément un problème chez nous en France, que l'eau est un problème local, mais dans certains pays où ils vont détourner des cours d'eau pour alimenter, en eau une population, tout en asséchant une autre partie du monde où il y a aussi des populations, donc créant des conflits armés, des migrations de population. Tout ça, vous le voyez très, très bien avec, l'Ukraine, la crise là de l'Iran qui vient de commencer. Et donc forcément, tous ces constats, ça crée évidemment des problèmes géopolitiques et donc forcément des contraintes économiques. Et vous allez me dire à présent, mais pourquoi ça concerne les entreprises? Ces entreprises, elles ont besoin forcément de leur environnement, de leurs clients pour pouvoir continuer à produire et à vendre. Donc forcément, aujourd'hui, on a tous des smartphones, faut pouvoir continuer à, extraire des ressources et là, les entreprises, forcément, elles extraient énormément de matériaux, de métaux pour pouvoir continuer à vivre. Aussi, forcément l'industrie, on le voit souvent, l'usine qui émet des gaz à effet de serre. Donc là aussi, je précise, on parle souvent CO2, pour que les gens comprennent bien et que c'est vraiment ce qu'on voit le plus. Mais en réalité, le CO2 n'est pas le plus gros gaz à effet de serre. Voilà. Je crois que c'est le métal de mémoire, mais voilà, c'est pour dire que c'est bien tous les gaz qui peuvent provoquer l'effet de serre. Enfin, en tout cas, une bonne partie de ce que émet la population, donc avec, l'industrie, l'élevage aussi avec le méthane. Et bien entendu, donc un truc qui impacte moins l'environnement, on va dire le réchauffement climatique, mais qui est là aussi, forcément la pollution industrielle avec la pollution des rivières, l'eau potable, le plastique dans les océans, tout ça, tout ça. Pour cela, il y a une stratégie nationale bas carbone. Donc l'idée, c'est une neutralité carbone en 2050. En gros, on doit diminuer, de 400 mégatonnes à 80 mégatonnes en 2050. Ça fait environ -5 par an, en moyenne. C'est colossal. On n'y est pas du tout. Vraiment, là, on parle développement des puits de carbone et technologies de capture, c'est du technosolutionnisme. Est-ce que ça va marcher? On verra bien, mais en tout cas, voilà, il y a un effort colossal de la part des entreprises à faire. Alors, pourquoi j'en parle maintenant? Parce que comme l'a dit Nathalie justement dans son introduction, aujourd'hui, ce n'est plus une option et forcément, vu que, il y a de plus en plus d'impacts, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les catastrophes climatiques, le problème de l'eau, ça va forcément, la performance économique va, forcément être impliquée dedans. On le disait là par rapport à la guerre en Iran qui est aussi un problème sous-jacent du réchauffement climatique.
et ben, ils ont bloqué le détroit. Hop, l'essence est bloquée et ben, là, tout de suite, le coût de l'essence est plus élevé. Donc ça s'est répercuté sur la population, sur les entreprises. On est aussi, crédité auprès des clients. Vous avez de plus en plus de clients qui espèrent avoir, des partenaires qui, s'intéressent justement à l'écologie, qui disent: «Moi, je travaille avec des gens, j'aimerais bien que, voilà, il y a un peu de choses bien faites et que moi j'ai mes valeurs, j'aime bien qu'elles soient respectées». Et forcément, en dernier, le plus important, la pérennité du modèle, puisque forcément, au bout d'un moment, si on peut plus extraire de ressources, si on ne peut plus, faire tourner l'industrie et cetera, et ben, c'est toute l'économie qui va en pâtir. Donc là-dedans, on peut identifier forcément 2 acteurs. Donc les acteurs publics, donc l'État, les collectivités territoriales, l'Union européenne, les traités internationaux, donc qui est en charge de l'intérêt collectif. L'idée, voilà, ça impacte tout le monde, donc la personne morale publique est là pour faire, les intérêts de la population en général. Sauf que les entreprises, elles ont aussi un rôle fondamental, puisque c'est elles qui créent les richesses dans notre économie mondialisée. Donc on va voir les responsabilités de chacune, puisque c'est une responsabilité partagée. Donc là, vous le voyez, hein, le public, il est là un petit peu pour, faire des normes, essayer de respecter des accords, faire des lois, des règlements, des directives. Il est là aussi pour réguler les marchés. Forcément, pour dire: «Bah, attention, vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel produit». Il fait aussi des incitations fiscales. Si vous décarbonez, que vous faites de la recherche sur l'environnement, vous paierez moins d'impôts. Voilà, donc c'est le rôle de l'État, c'est vraiment d'essayer d'avoir un rôle incitatif ou coercitif. Et enfin, le privé, forcément, il a un rôle à jouer puisque lui, il va créer des investissements ou pas dans on va dire dans la transition environnementale. Voire il va aussi innover là-dedans. On a des entreprises qui vont innover dans ce thème, en essayant de créer des solutions. Par exemple, des vélos cargo pour faire des livraisons, par exemple. C'est elles aussi qui allouent le capital dans ce domaine. Donc forcément, les entreprises, elles ont vraiment un gros rôle à jouer. C'est-à-dire elles sont pas là à juste attendre que le public les incite à faire des choses, elles sont là aussi pour, innover. Sauf qu'on en arrive à la question qui se pose, qu'est-ce que c'est une entreprise? Alors une entreprise, là je vous donne la définition, hein. Organisation économique engageant une multiplicité de parties prenantes. Donc là, vous avez plein d'acteurs, hein, actionnaires, salariés, fournisseurs, et cetera. Et d'un point de vue donc réglementaire, administratif, juridique, on est sur une personne morale juridique qu'on appelle la société. Et là, on a un outil extraordinaire qui s'appelle le code civil, qui nous dit, en 2 articles, donc 1832, que c'est l'entreprise, ça a un but lucratif. Alors ça, c'est très important parce que oui, l'entreprise, elle n'a pas un but social, elle n'a pas un but, environnemental, elle n'a pas un but d'association, elle a un but de faire du profit. C'est son rôle. Si l'entreprise ne fait pas de profit, elle meurt. Ensuite, on a l'article 1833. Alors celui-là est intéressant parce que justement, c'est un article qui a été réécrit en 2019 avec la loi Pacte et qui dit: «Aujourd'hui, oui, faites du profit, mais vous devez prendre en compte les enjeux sociaux et environnementaux». Voilà. Donc ça, c'est important parce que la loi elle-même dit aujourd'hui, l'entreprise, elle est plus, doit plus juste faire du profit, elle est encadrée par rapport à ça. Et donc ça signifie littéralement, une entreprise n'est pas un objet de propriété des actionnaires. Donc bien évidemment, pour que cela fonctionne, et ben, il faut essayer justement que toutes les personnes décisionnelles, puissent avoir voix au chapitre. Donc comment ça marche? Par exemple, dans les grandes sociétés, on est sur des sociétés anonymes. Donc une société anonyme, elle marche avec un conseil d'administration. Là, pareil, c'est régi par, le code du commerce, hein. Ça détermine l'activité de la société et ça veille à ce que ça se passe. Donc là, actuellement, on a entre 12 et 15 administrateurs en moyenne pour le SBF 120. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart, vous connaissez le CAC 40. Et ben ça, littéralement, c'est les sociétés, françaises cotées en bourse et en gros, c'est le CAC 40 pardon, suivi des 80 suivantes.
Donc en gros, ce qui a été fait dernièrement, pour justement permettre d'ouvrir le CA à d'autres personnes, en France, on a une loi de 2013-2015-2019 qui impose la présence de un ou 2 administrateurs salariés, qui souvent ont, plus d'appétence pour, l'écologie qu'un dirigeant qui doit faire du profit à court terme. Alors, on a aussi les exemples, de ce qui se passe autour de nous. En Europe, souvent, donc dans beaucoup de pays autour de nous, on a un tiers d'administrateurs salariés. Heu et donc, bah, en Allemagne, qui est l'exemple, qu'on aime bien comparer, c'est jusqu'à la moitié. Alors, l'enjeu, il est intéressant parce qu'en réalité, il n'y a pas que pour, l'écologie que c'est intéressant. Il faut savoir que des fois, les entreprises ont besoin d'aller chercher des fonds au niveau des banques pour faire des investissements et une banque, des fois, elle a besoin de se projeter sur le long terme pour une entreprise. En gros, elle se dit: «Mon entreprise, moi, je lui ai fait un prêt, j'aimerais bien que dans 20 ans, elle soit encore là pour me rembourser». Et ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'actionnaires qui sont dans une mécanique de court-termisme, c'est-à-dire je fais du profit sur les 2-3 années suivantes et puis je verrai bien, plus tard. Alors qu'un salarié, bah, il a envie de pérenniser son emploi, il a peut-être des valeurs au niveau de l'écologie, il est peut-être attaché à sa boîte et cetera. Donc il a d'autres, préoccupations et ça peut rassurer les banques. En tout cas, c'est quelque chose qu'on voit, beaucoup en Allemagne. Donc évidemment, je parle de salariés, mais on pourrait aussi ouvrir les CA donc à des communautés ou des collectivités. Pour justement dire, bah, représenter les intérêts aussi, par exemple, de la commune. Heu, Par exemple, avoir, des élus, de la commune d'Évian au conseil d'administration, c'est pas forcément, chose à exclure. Et évidemment, donc ça, c'est la fin, comme je dis, favoriser un dialogue social. Bah, évidemment, ça ne se limite pas à l'écologie, c'est, dans un ensemble, essayer de justement de faire converger une multitude d'intérêts. Donc là-dessus, moi, je vous propose, bah, 3 visions. Heu, donc une vision optimiste. Donc en gros, une entreprise, oui, elle a pas le choix, elle investit dans la transition environnementale, oui, TE, transition environnementale et c'est rentable. Heu, voilà, c'est une vision extrêmement optimiste, je vous l'accorde. Ensuite, la vision pessimiste, alors voilà, en toute honnêteté, c'est un peu la mienne. Donc l'idée, c'est que l'entreprise peut privilégier une maximisation à court terme du profit. Donc forcément, l'idée, c'est, on doit faire de l'argent, ce qui est le but de l'entreprise, hein, attention, on le rappelle et derrière ça, il va y avoir des recommandations, des injonctions et là, qu'est-ce qu'on fait? Bah, là, évidemment, le risque, bah, c'est le greenwashing qui a été beaucoup pratiqué, hein, ça on l'a vu et aussi, bah, les investissements sur le long terme, par rapport à ça. C'est: «Non, non, moi j'investis mes billes dans cette année, je veux que l'année prochaine, j'ai, 10 de rendement». Et enfin, des gens, moins pessimistes que moi ont une vision équilibrée. Donc ils se disent: «Ouais, l'entreprise, elle cherche des solutions, elle voit les avancées qui sont faites, elle essaye d'investir là-dedans». Donc ça, c'est vraiment les 3 visions. Peut-être qu'à la fin, vous pourrez me dire laquelle vous parle le plus, si vous voulez. Alors là, je vous ai mis 2 exemples ce que j'appelle du technosolutionnisme. Donc en gros, aujourd'hui, il y a quand même des entreprises qui ont fait des choses. Donc Heidelberg Cement, je ne sais pas si je le prononce bien, a aujourd'hui quand même beaucoup baissé sur les émissions de CO2, heu, qui est passé quand même de 700 kilogrammes de CO2 par tonne de ciment à 500 kilogrammes en 2000, enfin qui est en train de le faire parce que, ouais, je vous ai marqué en 2030, heu, on n'y est pas encore. Donc là, forcément, ils essayent aussi de recycler le béton, ils développent des technologies de captage. Voilà, c'est une entreprise qui essaye de faire des choses pour que ça fonctionne, mais ça reste quand même une industrie extrêmement polluante. Pareil, je vous fais aussi l'exemple d'Air France. Air France, voilà, si vous êtes, quelqu'un pour qui ça intéresse beaucoup, vous dites: «Attention, bah, le meilleur moyen d'éviter le réchauffement climatique, la pollution, bah, c'est que les avions, ils restent au sol». Sauf que la PDG d'Air France, elle va vous dire: «Ah non, moi, il faut que je fasse du profit, il faut que mes avions, ils volent». Donc forcément, donc ils essayent, de faire des alternatives. Donc
Là, pareil, technosolutionnisme en ayant des avions électriques ou à hydrogène, donc ça, ils font de la R&D là-dedans, donc en partie subventionné par l'État et elle le dit bien, hein, je vous ai fait une petite citation. Bah, en gros, il faut bien dire que, bah, il y a un problème de coût et que, bah, la transition écologique coûte très cher, hein, les biocarburants 4 à 10 fois plus élevés que celui du kérosène, qui en plus est subventionné. Donc là, on en vient, on parle vraiment de la d'Air France en tant que telle, en tant qu'entité. On pourrait vous dire, bah, au lieu de prendre l'avion, on peut prendre le train. Sauf que là, voilà, on est vraiment orienté entreprise. L'entité Air France, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle, pour être dans la transition environnementale? En disant: «Bah, non, je ne laisse pas mes avions au sol». Donc on continue de parler justement, rentabilité, investissement. Donc là, pour ceux qui sont un peu, comptables ou matheux, je vous ai fait une petite formule, hein. Rentabilité d'un investissement est égal bénéfice net attendu sur le coût total de l'investissement. Donc forcément, hein, si la transition environnementale coûte, extrêmement cher et plus cher que les bénéfices nets attendus, et ben, l'entreprise, elle va freiner les cas de fer et ça, c'est assez logique. Donc on en vient à une autre formule, capacité sur volonté d'entreprise d'investir dans la transition environnementale et donc ça dépend. Je vous ai relevé 2 facteurs, donc le prêt du CO2 relativement au coût des énergies renouvelables. Donc on parle ici de la taxe carbone. Donc en gros, elle était à 100 € avant la crise ukrainienne et là, je vous pose une petite question. À votre avis, elle est de combien en France? Sachant qu'idéalement, elle devrait être au moins à 100. Ensuite, alors je vous ai pris une citation, d'Éric Lombard. Alors normalement, Éric Lombard, vous le connaissez parce qu'il a fait un court passage en tant que ministre de l'Économie et des Finances, il y a quelque temps. Je crois qu'il a été remplacé, hein, il y a pas longtemps et là, la citation que je vous ai pris de lui, c'était quand il était à la Caisse des dépôts et consignations avec, un R qui est passé par là. Donc de toute façon, c'est quelqu'un qui est connu pour être un technicien de l'économie. Donc il dit une phrase assez vraie, hein, finalement, il est assez lucide. «En tant qu'investisseur, nous devons gérer ces contradictions entre investissement de transition et performance économique à court terme. Les investisseurs en capital demandent un rendement de 7 à 8. Ce niveau d'exigence est un véritable frein à l'investissement dans la transition écologique. Il faudra accepter que l'entreprise se fixe un objectif de rentabilité plus raisonnable». Alors ça, c'est très concret. Il faudrait que et malheureusement, comment faire pour que, l'entreprise, elle se dise: «Bah, moi, je veux faire moins d'argent». C'est comme on dit, le but de l'entreprise, c'est faire de l'argent. Donc on est sur, une contradiction et Eric Lombard le relève assez bien donc c'est la question là, on pose vraiment la question que comment faire? Alors, moi, je voulais vous parler un petit peu justement d'une gouvernance responsable et justement, un truc qui est intéressant, ça serait de mieux réglementer les rachats d'actions. Comme je dis, ça existe en France depuis 1998, ça existait aux États-Unis bien avant. Qu'est-ce que c'est que le rachat d'actions? Eh ben, une entreprise peut racheter ses propres actions pour en faire autre chose. Donc les réinvestir, modifier la valeur d'un cours, pouvoir faire des investissements. Alors malheureusement, le rachat d'actions, je vous invite à aller voir un peu ce que c'est, mais ça crée vraiment une vision extrêmement court-termiste de la finance. On est là pour faire de la rentabilité à courte échelle. Donc c'est pour ça que là, moi je parle de réglementer parce que ça depuis qu'il y a ça, on est vraiment sur des logiques à court terme au niveau des conseils d'administration et donc j'en viens justement, comment favoriser l'investissement à long terme? Parce que comme je dis actuellement, on est vraiment dans une logique de court-termisme au niveau des entreprises où on doit générer, le plus de, chiffre d'affaires et le plus de bénéfices pour les actionnaires chaque année. Et donc, une autre idée, alors, là pareil, ça pose la question, comment faire? Heu, intégration de critères environnementaux dans la rémunération des dirigeants. Sur le papier, c'est très beau, mais en soi, est-ce qu'un CA est prêt à dire: «Bon, bah, vous avez aussi des objectifs au niveau, transition environnementale?» Rien n'est moins sûr. Alors, évidemment, là, depuis tout à l'heure, on pose la question de la contradiction. Oui, on doit faire du profit, les entreprises, elles sont hyper importantes dans ce contexte, sauf qu'à bout d'un moment, elles ont certaines obligations ou non.
mais elles devraient vraiment s'investir dedans. Qu'est-ce qui se passe, si elles ne font rien? Alors les risques, on en connaît quand même pas mal maintenant, vu que c'est quelque chose qui avance très, très vite. Heu, les risques physiques, bah, forcément, on l'a vu, hein, les inondations, bah, imaginez, vous avez le chemin de fer qui est bloqué, les avions au sol, la route qui est bloquée, bah, c'est des livraisons, plus tardives, c'est, des infrastructures qui sont dégradées, une usine qui peut, ne plus fonctionner. Donc c'est concret, hein, finalement, c'est physique. Il peut y avoir vraiment des grosses répercussions pour l'entreprise. Ensuite, bah, forcément, on l'a aujourd'hui, on a la hausse du coût de l'énergie. Vous avez dû voir des reportages là ces dernières années sur les boulangeries là qui se retrouvaient à avoir des factures d'électricité, monstrueuses et qui n'arrivaient plus à produire un pain, à un prix raisonnable, parce que le consommateur il est pas prêt à payer sa baguette de pain 5 €, en tout cas pas encore aujourd'hui. Sauf que le prix de l'électricité, il a fait je sais plus combien il a fait, hein, je suis désolé, j'ai pas le chiffre sur moi, j'aurais dû le prendre, mais il a bondi. Et forcément, bah, le risque aujourd'hui qu'on a en entreprise et pas des moindres, bah, c'est, le risque de réputation et on l'a aussi au niveau des candidats. C'est vous avez des gens aujourd'hui qui vous demandent, «Est-ce que, la transition écologique vous intéresse? Qu'est-ce que vous remboursez, mes trajets en transport en commun, à 100%? Est-ce que vous remboursez un abonnement, vélo?» et cetera. Bah, c'est des choses qui aujourd'hui sont importants pour les candidats, pour les partenaires et cetera. Donc si l'entreprise ne fait rien, elle peut avoir vraiment une très mauvaise réputation et décider, au-delà du risque financier qui sont aujourd'hui pris en compte, on pourrait aussi avoir prendre en compte le risque de réputation environnementale. Ce n'est pas à négliger de la part d'une entreprise. Alors ça, je voulais vraiment en parler parce que, on commençait vraiment à dire: «Ah, ça va dans le bon sens, on est en train de faire des choses, écologiques». Les entreprises, certaines ont pris quand même le pli et est arrivé un nouvel acteur ces dernières années, hein, on va dire, ces 2 dernières années, l'intelligence artificielle. Et vous n'êtes pas censé sans savoir qu'aujourd'hui toutes les entreprises vous disent: «Ah attention, on va mettre de l'IA partout». L'IA niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc là, on va à contre-courant de ce qu'il faudrait faire. Et l'IA, bah, là, je vous ai mis, 2-3 choses, hein, les data centers qui sont énormes. Là, il y a Elon Musk qui est en train de construire son nouveau data center là, aux États-Unis, là, qui est en train de pomper toute l'eau d'un comté. Les gens, ils ont peur de plus avoir assez d'eau potable pour eux. Forcément, bah, consommation encore électrique, donc ça veut dire encore, augmentation des coûts. Donc, augmenter aussi construction de nouvelles centrales, peut-être centrales à charbon ou à gaz parce que pas le temps de construire des grandes centrales nucléaires ou, des éoliennes ou de panneaux solaires. Besoin massif de refroidissement, bah, par exemple, les centrales nucléaires ont besoin de refroidissement, les data centers aussi. Donc ça, bah, tout ça, ça prend énormément de ressources et comme je disais au début de la présentation, bah, les métaux, critiques, hein, donc encore plus d'extraction au niveau des sols, encore plus de destruction de la biodiversité et cetera. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'appelle, ce que les gens appellent, hein, pas moi personnellement, le technosolutionnisme. Donc bah, captage carbone, pour l'instant, ça reste une bonne idée, mais c'est pas encore, totalement au point. Heu et les marchés carbone, donc voilà, le pollueur-payeur et cetera. C'est des choses qu'on voit, mais qui sont, on n'est pas très, très loin finalement du greenwashing pour l'instant. Bah, pour conclure, voilà, j'aime bien ouvrir le débat. Donc je pose, 3 questions, voilà, auxquelles, il peut y avoir plus ou moins de réponses, hein. Une entreprise peut-elle réellement concilier maximisation du profit et limites planétaires? Heu, les marchés financiers peuvent-ils intégrer le long terme sans contrainte forte? Et surtout, bah, faut-il repenser la finalité même de l'entreprise? Voilà. Je vous mettrai les questions ensuite, à la fin, mais je voudrais d'abord vous dire merci pour avoir assisté et n'hésitez pas à me faire des retours, c'était un one shot pour moi, donc il y a toujours, moyen d'améliorer.